Bonjour, bienvenue ici au musée du Louvre-Lens, donc dans cette exposition Champollion, la voie des hiéroglyphes, une exposition qui salue un triple anniversaire, à la fois bien sûr les 10 ans du musée du Louvre-Lens que nous sommes très heureux de partager avec le public depuis le début de l'année, les 10 ans de l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO et le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion que nous célébrons à travers cette exposition et qui a été un fabuleux savant français qui a enfin compris comment fonctionne le système des hiéroglyphes et qui a été à l'origine de la création du département des antiquités égyptiennes du Louvre. Le grand sujet de l'exposition, je crois, c'est comment peut-on assister à une découverte géniale dans les sciences humaines? Comment la découverte par Champollion en 1822 du système de fonctionnement de cette écriture perdue est une découverte qui a changé notre rapport au monde. Nous rendons hommage à Jean-François Champollion, très bien. Nous rendons hommage à une découverte essentielle de l'humanité que celle du déchiffrement des hiéroglyphes. Je souhaiterais pouvoir à cette occasion également rendre hommage à Louis-Joseph Jay, le professeur de Champollion en dessin quand il a 12-14 ans. Ce monsieur est celui qui a appris à Champollion à dessiner. Et quand on sait ce que les hiéroglyphes doivent au dessin, ce que le dessin doit aux hiéroglyphes, il n'y a rien qui ne soit dessin dans l'Égypte ancienne. On est obligé de comprendre qu'il y a un lien là fondamental, et en tout cas dans la formation du tout jeune homme, considérable. Le lien me paraît d'autant plus considérable que Louis-Joseph Jay a eu pour élève 10 ans plus tôt Stendhal, Henri Bell, qui, dans la vie d'Henri Brulard, nous raconte son expérience avec ce professeur, qu'il trouvait fort mauvais peintre. On sait que Stendhal pouvait avoir la dent très dure, fort mauvais peintre, un peu fat, un peu comme ça, mais en tout cas, il lui reconnaissait comme qualité de transmettre son enthousiasme à ses élèves. Et là, je pense qu'on tient avec un personnage comme lui une des clés de la passion de Champollion pour cette étude et pour sa découverte finalement. L'intérêt des intellectuels et des artistes pour l'Égypte est quelque chose qui irrigue la société entière, je veux dire, dans ses relations internationales, depuis toujours. En revanche, l'intérêt pour l'archéologie égyptienne, c'est-à-dire la civilisation égyptienne elle-même, est quelque chose de relativement nouveau à l'époque de Champollion. Le latin et le grec sont des langues mortes, mais elles ne sont pas perdues. Une partie de la société les comprend et les pratique. Les hiéroglyphes, c'est fini depuis des millénaires. Et du coup, il y a un enjeu considérable, et toute la société en est convaincue, à redécouvrir cette langue à travers son écriture. S'agissant de l'expédition de Bonaparte, on a coutume de dire qu'elle est le démarrage de quelque chose. C'est pas faux. Mais cependant, je pense qu'il faut ici préciser qu'elle est un aboutissement. Et si on arrive à accepter qu'elle soit un aboutissement, on comprend beaucoup de choses. C'est-à-dire que Bonaparte, général et futur empereur, a compris par bien des signaux que, j'allais dire, ajouter la compréhension de l'Égypte à sa couronne serait un fait impérial
digne de son projet universaliste. Et du coup, c'est ce qui explique qu'il s'embarrasse, si l'on veut, d'ajouter à une expédition militaire un corps de savants de 160 jeunes gens qui l'embarrassent bien pendant les opérations militaires, mais qui aboutit à une description globale de l'Égypte et de sa civilisation. Champollion ne va en Égypte qu'à partir du moment où il a compris le système hiéroglyphique. Et je dois dire, et j'espère ne pas me tromper, qu'il est encore difficile pour nous de comprendre quel a été le déclic de Champollion vers l'Égypte ancienne à proprement parler. Parce qu'au départ, Champollion est quelqu'un, quand il est tout jeune, il a 10 ans, est quelqu'un de passionné par les écritures orientales, par les langues orientales. Le moment vers lequel ce patrimoine qu'il se constitue, ce patrimoine intellectuel qu'il se fabrique, bascule vers la découverte de l'écriture perdue des anciens Égyptiens n'est pas encore précisé exactement. Moi, j'ai une hypothèse. Je me demande dans quelle mesure ce ne sont pas les discussions entre son frère, Jacques-Joseph Champollion, et le préfet de l'Isère, Joseph Fourier, qui est chargé de rédiger la préface historique à la description de l'Égypte, si ce ne sont pas les discussions qu'ont eues ces deux hommes plus âgés que lui, qu'il a mis sur cette voie. Je me trouve actuellement devant un des portraits les plus célèbres de Champollion, que son cartel indique comme Champollion le Jeune, peint par Léon Cognet en 1831. Sauf que la préparation de l'exposition nous a permis de comprendre qu'il s'agit en fait d'un portrait posthume, peint beaucoup plus probablement vers 1835. C'est intéressant pour l'histoire de la figure de Champollion parce que on a dans ce magnifique portrait, tellement attaché à son époque, au romantisme de l'époque, on a la détermination du regard de Champollion qui à la fois nous fixe, mais aussi regarde au-delà de lui-même, de nous-mêmes, de l'humanité. Il a un rôle, encore une fois, fondamental, qui est de ramener une des plus anciennes civilisations connues au présent de son époque. Il est placé devant un paysage plutôt désertique, disons, pour simplifier. En tout cas, ce ne sont pas les montagnes de l'Isère. Et à la présence de deux statues ici, on sait tout de suite qu'il s'agit de la montagne thébaine, c'est-à-dire de celle qui se trouve de l'autre côté du Nil, devant Karnak, quand on est en Haute-Égypte. Et les deux statues qui sont là, bien sûr, ce sont les colosses d'Aménophis III qui se tenaient à l'entrée de son temple funéraire, dont l'un d'eux est appelé de longue tradition le colosse de Memnon. Memnon, c'est un des soldats de la guerre de Troie, qui était dit fils de l'aurore, et qui chantait à l'apparition du soleil, à l'aurore précisément. La pierre fendue, le colosse était en partie détruit, la pierre fendue se réchauffait au rayon du soleil et émettait un son qui avait fait comprendre qu'il pouvait s'agir de Memnon. Mais du coup, cette fascination touristique, de touristes d'époque romaine à l'époque, a fait que c'est devenu une espèce de lieu de pèlerinage parce que, et c'est la raison pour laquelle il se trouve en arrière-plan de ce portrait de Champollion, c'est que l'époque de Champollion comprenait que la Grèce elle-même, mais elle en était convaincue depuis longtemps, la Grèce elle-même nous encourageait à travers les poèmes qui avaient été gravés sur les jambes du colosse à admirer l'Égypte ancienne. C'est-à-dire qu'avec ce colosse de Memnon, il y a un truchement, il y a un relais, un passage de relais qui nous dit « Regardez, les Grecs eux-mêmes sont les premiers à admirer l'Égypte, il est temps que nous l'admirions nous-mêmes. » La lettre à M. Dacier ne s'explique que si l'on comprend bien qu'à l'époque, la compétition était très vive. Jean-François Champollion, le jeune, cornaqué par son frère Jacques-Joseph Champollion, fils Jacques,
décide à un moment, et la décision revient certainement à Jacques Joseph, qu'il faut que Jean-François marque son terrain et annonce dans une communication solennelle devant l'Académie l'état atteint par ses recherches. Il faut marquer le coup et faire comprendre à travers le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, bon Joseph Dacier, que la clé est déjà là en fait. Je suis là devant deux portraits, un grand et un petit. Le grand portrait est celui d'Arago, François Arago, astronome et physicien français de très grand renom et qui a joué dans la découverte des hiéroglyphes par Champollion un rôle fondamental. Il faut bien comprendre que les débats houleux autour de sa découverte, qui étaient très progressifs, ça partait dans les journaux quasi le lendemain, enfin il y avait des combats, des pugilats qui étaient publics. Ce débat houleux a trouvé sa solution devant les savants, devant l'Académie et notamment devant les savants des sciences dures, comme on dit aujourd'hui. Ils ont été parmi les premiers défenseurs de Champollion. Arago, Cuvier. Par exemple, ces deux savants qui ont compris que Champollion, bien sûr, avait touché au but, avait la bonne hypothèse de compréhension, ont été également ceux qui ont dû organiser cette fameuse présentation à l'Académie du 27 septembre 1822. Cuvier et Arago organisent les choses d'un point de vue académique et c'est là qu'intervient le deuxième portrait, le petit à côté de moi. Voici un portrait de Thomas Young, le grand compétiteur anglais de Champollion. Ce qui est intéressant avec ce petit portrait, c'est qu'il a été commandité par Young lui-même afin qu'il puisse l'offrir à son ami Arago. Et c'est Arago qui a tout organisé pour que Thomas Young puisse traverser la Manche et être là le 27 septembre 1822 à la présentation de Jean-François Champollion. Assister ainsi à l'exposé des résultats obtenus par Champollion, qui encore une fois marque son territoire, expose le point où il en est, il n'a pas encore fini, mais voilà les acquis, et en tout cas ça permet à Thomas Young de comprendre que c'est Champollion qui a emporté l'affaire, comme on disait à l'époque, et que c'est Champollion qui ira jusqu'au bout, alors que lui doit renoncer pour s'intéresser à d'autres sujets où il est bien plus compétitif. La question de la réaction de l'Église aux découvertes de Champollion est à la fois fondamentale, très importante et doit être maniée avec délicatesse. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, en Europe, tout le monde est chrétien et du coup, on a une vision de l'Égypte qui est directement héritée des classiques, des gréco-romains si l'on veut, d'un côté, mais également de la Bible. Ancien et Nouveau Testament. Ancien Testament avec l'histoire de Joseph, Ancien Testament avec la traversée de la mer Rouge derrière Moïse, Nouveau Testament avec la fuite de la Sainte Famille en Égypte, etc. Donc, le rapport à l'Égypte est conditionné par la Bible. Conclusion, si on imagine qu'on est à la veille de pouvoir comprendre les hiéroglyphes, on est à la veille de pouvoir dater la Bible. Et du coup, si vous voulez, il y a une crainte fondamentale, quasi ontologique, que ce faisant, on bouleverse la chronologie biblique, ce qui est quasiment inconcevable. On a un portrait rare à côté de moi qui nous a été prêté par une des branches des descendants de Champollion. C'est le portrait de Champollion au pastel, probablement réalisé par Angelelli, un des membres de l'expédition franco-toscane, au moment où Champollion est en Égypte pour vérifier son système. Parce que l'exposition est l'occasion de se souvenir que Champollion ne fait le voyage égyptien avec nos collègues italiens de Turin
qu'après avoir compris les hiéroglyphes. Et en effet, sa découverte géniale est de ces découvertes, comme on dit, qui sont faites en cabinet. La théorie précède la pratique, bien évidemment. Et du coup, avoir ce portrait devant nous d'un Champollion complètement transfiguré par le voyage égyptien, il n'est plus le même. Ses rouflaquettes sont remplacées par une barbe fournie. Il avait le teint mat, il nous l'écrit. Du coup, il est très bronzé. Il parlait couramment l'arabe, probablement le dialectal égyptien, ou en tout cas il s'est adapté tout de suite. Il parlait le copte. Il pouvait littéralement s'évanouir dans la... Alors, il devait paraître très oriental quand même, parce qu'il est habillé selon l'habitude romantique du voyage orientaliste, il est habillé à l'oriental pour faire ce voyage en Orient. C'est une espèce de mode assez régulièrement adaptée par les voyageurs de renom dans la vallée du Nil. Et c'est tout un aboutissement. Le voyage a été extrêmement long à monter parce qu'il a tenu à ce que ce soit une mission financée par le gouvernement français, une mission scientifique, franco-toscane, donc internationale, mais la politique internationale de l'époque, notamment avec la guerre de Morée, avec toutes les difficultés qui existent à ce moment-là avec l'Empire turc, avec les ambitions égyptiennes du Khedive qui souhaite se séparer de son suzerain ottoman de plus en plus, tout ça rend diplomatiquement les choses difficiles. Et il est longtemps empêché à pouvoir aller en Égypte, qu'il aborde finalement comme un littéral retour au pays. Je suis là devant une des plus belles statues d'Isis romaine. Il ne s'agit pas de l'Isis égyptienne, mais d'une Isis qu'on doit appeler romaine. Elle a été trouvée très probablement à la Villa Adriana, construite par l'empereur Adrien. On est aux alentours de 120 après Jésus-Christ, 120 de notre ère, au moment où l'empereur, qui est un des empereurs qui a fait le voyage en Égypte, on les appelle les empereurs égyptophiles, a demandé à ses architectes la construction dans les jardins de sa villa du canope, de ce qu'on appelle le canope de la Villa Adriana, c'est-à-dire une évocation d'une carte de l'Égypte symbolisée, avec un cours du Nil, un delta, tout cela transformé en bassin et en exèdre d'où coule l'eau de fontaine. Et parmi les statues qui constituent le décor de cette Villa Adriana, du Sérapéum et du canope de la Villa Adriana, il y a cette statue d'Isis, qui est devenue, dans l'Empire romain, une des déesses de ces cultes à mystère. C'est à travers elle que l'Égypte est devenue de plus en plus mystérieuse, secrète, attachée à des révélations qui passent par l'initiation de personnages choisis qui deviennent des élus et des initiés. Tout à fait contemporaine du message du Christ finalement. Mais la diffusion des cultes isiaques par les soldats de la Légion romaine à travers tout l'Empire romain a donné une fortune considérable à cette Égypte de convention qu'on appelle l'Égypte isiaque. Et finalement, Champollion, lui, a eu à s'opposer à cette vision qui était devenue, grâce à ces cultes-là, l'Égypte ancienne, c'était devenu une fabrication aux yeux des mentalités occidentales, héritée de l'Égypte romaine, notamment à travers la flûte enchantée de Mozart, à travers les rituels francs-maçons, le Rosicrucien, etc. C'est bien de cette Égypte romaine que nous parlons et non plus de l'Égypte des origines.
Alors on a oublié qu'au XVIIIe siècle, le cardinal Albani a été un des plus grands promoteurs de l'Égypte tout court, par la collection qu'il a organisée dans son palais d'objets égyptiens. Mais il faut bien comprendre qu'à l'époque, objet égyptien veut dire qu'on va mélanger dans cette collection présentée aux invités prestigieux qu'on reçoit des objets proprement pharaoniques, en général retrouvés dans les ruines de Rome, des objets de l'Égypte fabriqués à l'époque romaine, tels l'Isis Albani par exemple. L'Isis, on l'appelle souvent l'Isis Albani, celle en tout cas qui vient de la villa de Tivoli, mais également des fabrications contemporaines. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas pour rendre cette Égypte dont on hérite depuis des siècles désormais, on n'hésite pas à fabriquer des figures idéales de cette Égypte. En voilà une. On l'appelle l'Horus Albani. Il ne s'agit en rien d'un Horus. Vous savez que Horus a une tête de faucon. On peut voir à un premier regard que le torse est un peu surdimensionné par rapport à la statue. Et il y a une raison à cela, c'est que la partie inférieure est pharaonique, au nom de Ramsès II, alors que la partie supérieure date du XVIIIe siècle et est due au talent d'un sculpteur romain du XVIIIe siècle. Là, c'est de l'albâtre égyptien, de la calcite, et là, c'est de l'albâtre de Volterra, la capitale des Étrusques au sud de Rome. Et du coup, évidemment, cette figure idéalisée n'a pas grand-chose d'égyptien, sauf un espèce de concept de symétrie, sauf un espèce de concept de Némès, qui est en fait beaucoup plus copié sur la coiffe d'Antinoüs que sur la réelle coiffe des pharaons égyptiens, de même que le torse et cette idéalisation quelque peu érotisée du corps masculin, de même qu'il y a une idéalisation érotisée du corps féminin. C'est une Égypte de convention, une Égypte qui convient à toute la société du temps. Voilà, je me trouve à côté du scribe accroupi. Une fois n'est pas coutume, il nous tourne le dos. Ce n'est pas qu'une coquetterie de mise en scène pour l'exposition, c'est aussi une façon de montrer de façon inattendue, de façon inhabituelle, les talents des sculpteurs égyptiens dans la forme humaine, dans leur capacité à représenter la forme humaine, et aussi présenter cette attitude du scribe qui elle-même est hiéroglyphique, hein. C'est un véritable hiéroglyphe, cette statue, comme toutes les statues d'ailleurs. Il est dans la position du fonctionnaire zélé qui écoute la dictée des documents que lui transmet son patron, son maître, son supérieur. Et ça, c'est le fondement même de la civilisation égyptienne. C'est cette espèce d'abord d'aristocratie lettrée, parce qu'on peut parler avec les hiéroglyphes d'aristocratie lettrée, c'est réservé à un très petit nombre de personnes, dont les scribes. Les scribes en sont finalement l'architecture même. Et ils sont formés dans des écoles spéciales, etc., etc. Et ce sont eux qui alimentent, par le maniement de l'écriture, le fonctionnement même de cette administration extrêmement contrainte, notamment parce qu'il y a une nécessité à réguler le cours du Nil avec la crue pour irriguer le pays de façon à ce qu'il produise. Les Égyptiens n'ont qu'une crainte. Les Gaulois, c'est que le ciel leur tombe sur la tête. Les Égyptiens, c'est que la crue du Nil soit trop basse, soit trop haute. Dans les deux cas, c'est une catastrophe. Et cette redistribution de l'eau, cette redistribution des richesses, des denrées de cette société paysanne, la gestion des biens produits vers les temples, vers le pouvoir royal, etc., vers les différentes institutions, est le fondement même de l'État égyptien. Un des plus anciens, on le sait, de ce bassin méditerranéen. En tout cas,
ce scribe accroupi de dos et dans l'attitude du bon fonctionnaire qui écoute son maître. Et vous voyez au-dessus, sur l'architrave de la scénographie, un texte hiéroglyphique avec à côté sa traduction. Si je tente de prononcer les phrases du texte hiéroglyphique, je vais lire « You rer kui secheta en medunecher ». Je suis quelqu'un qui connaît le secret de la parole du Dieu. C'est ce que nous traduisons en français. Je connais le secret des hiéroglyphes. Et ça, c'est Champollion qui a été le premier à pouvoir le dire. Alors la question de l'action de Champollion pour la redécouverte de l'Égypte ancienne est au cœur de cette redécouverte du rôle joué par les musées, là aussi est vraiment au cœur du sujet, au sens où Champollion, découvrant le fonctionnement des hiéroglyphes, il est désormais condamné, entre guillemets, à une découverte totale de la civilisation égyptienne. Évidemment, cette découverte passe par la création de collections dignes de ce nom qui permettent de manifester, d'illustrer pleinement aux visiteurs et à un public de plus en plus intéressé ce qu'est la réalité de cette civilisation. On doit constituer de grandes collections pour que soit proclamée la grandeur de la civilisation égyptienne. Et du coup, Champollion se retrouve, quand il est nommé en 1826 le premier conservateur du premier musée égyptien en France, et j'en suis de ce point de vue-là le successeur, quand il est nommé à ce poste, sa première fonction, c'est d'enrichir les collections, de les enrichir de façon à ce que le public puisse prendre la mesure du progrès intellectuel, du progrès artistique, du progrès muséal accompli. Et du coup, il encourage, parce qu'à l'époque c'est un précaré régalien, il encourage le roi et son gouvernement à faire l'acquisition de très belles collections égyptiennes qui précisément sont en train de se constituer à ce moment-là grâce au consul Sault et Drovetti en Égypte même et grâce, il faut l'ajouter, à la bonne compréhension et à la volonté politique, économique et diplomatique du vice-roi d'Égypte Mehemet Ali. La déesse Sekhmet, une femme au corps parfait, avec sa tête de lionne. Les Égyptiens ont eu un talent remarquable pour apparier des corps humains à des têtes animales, au point qu'ils arrivent à nous convaincre de la justesse de leur vision des choses. En tout cas, à l'époque des consuls, ce qu'on appelle l'époque des consuls, on est aux alentours des années 1810-1820. On découvre des centaines de ces statues. Ça contribue à augmenter la réputation de l'Égypte ancienne, mais ça contribue également à augmenter les collections des musées européens qui souhaitent faire l'acquisition auprès du gouvernement égyptien de telles statues. Et du coup, par exemple, le musée du Louvre se retrouve riche de 9 statues de la déesse Sekhmet. Elles sont très intéressantes également parce qu'elles portent sur les côtés du trône des inscriptions qui donnent les noms qu'elles ont en fonction des différents jours de l'année. Il y a une déesse pour protéger chaque jour de l'année, ce qui explique leur nombre très grand. Celle-ci, elle est appelée Sekhmet la Grande. Et le pharaon Amenophis III, fils de Ré, son aimé, Amenophis III, prince de Thèbes, est décrit aimé de Sekhmet la Grande, doué de vie comme Ré éternellement. Ce qu'il y a d'intéressant aussi comme texte gravé sur cette statue, c'est qu'à l'arrière, sur le pilier dorsal, en français cette fois, il y a le nom de Forbin. Et Forbin n'est rien d'autre que le directeur à ce moment-là du musée du Louvre. C'est lui, personnellement, dans un voyage en Orient, dans les provinces de l'Empire turc, en Grèce, en Turquie, en Syrie-Palestine, en Égypte, a fait l'acquisition pour le compte du musée du Louvre de cette statue.
Cette statue de Bartholdi, qui est à côté de moi, est un jalon très important de l'héritage de Champollion. Au départ, elle est commandée par la ville de Figeac, qui veut rendre un hommage posthume à son grand homme. Elle est commandée à un sculpteur de très grand renom, Auguste Bartholdi, de Colmar. Bartholdi a fait le voyage en Égypte avec Jérôme, le grand peintre bien connu des scènes qu'on qualifierait aujourd'hui de péplum. En tout cas, les deux jeunes artistes se sont imprégnés, en la découvrant, de la grandeur de l'architecture et de la sculpture et des arts égyptiens en général, à une époque où l'Europe les redécouvre pleinement. Bartholdi, lui, est fasciné par le genre colossal égyptien. Et c'est ça qui explique tout à fait que, dans cette vision romantique, du savant romantique, méditant dans les ruines, réfléchissant tel un chaman à faire revenir à nous, revenir à notre époque, les règnes enfouis des pharaons disparus, se retrouve dans une pose de méditation avec la tête d'un colosse parfaitement imité, recopié, réinterprété par un Bartholdi. Il a compris la quintessence de la sculpture égyptienne, de la sculpture colossale. Il y a là une conséquence, c'est que cette statue, qui est ici un plâtre, c'est un plâtre maquillé façon céramique. Le plâtre de l'original en marbre qui se trouve aujourd'hui dans la cour du Collège de France. En tout cas, imprégné qu'il est de son goût pour le colossal égyptien, Bartholdi imagine la création d'une statue colossale d'une Égypte éclairant l'Orient, qu'il voudrait qu'elle fût placée à l'entrée du canal de Suez, en train d'être achevée à ce moment-là. Il présente son projet monumental à Ismail Pacha, qui le trouve trop cher. Et du coup, c'est refusé. Je crois comprendre également que quelqu'un comme Ferdinand de Lesseps lui a un peu savonné la planche. Mais ça, c'est la petite histoire. Mais peu importe. En tout cas, il renferme son projet dans ses cartons, jusqu'au jour où une association de riches américains, souscripteurs pour une statue qu'ils veulent faire ériger à New York, viennent le voir pour ériger la statue de la liberté éclairant le monde, cette fois-ci. Et du coup, moi, je trouve extraordinaire de voir que, entre la découverte de Champollion des hiéroglyphes, la statue de Bartholdi faisant hommage à Champollion, découvreur romantique des hiéroglyphes, la statue qui n'existera jamais, le colosse qui n'existera jamais avec son lointain inspirateur du phare d'Alexandrie, de l'Égypte éclairant l'Orient, la statue de la liberté éclairant le monde puisse être un écho de cette découverte. Alors pendant toute sa durée, l'exposition va trouver un prolongement à travers une tournée qui va se dérouler dans tout le département du Pas-de-Calais avec un nouvel objet que le musée est très fier de présenter au public qui s'appelle l'Égyptobus. Alors cet Égyptobus, c'est un grand carpodium sur lequel nous avons travaillé avec le département du Pas-de-Calais qui vise à aller vraiment à la rencontre des habitants du Pas-de-Calais. Dans cet Égyptobus, vous trouverez une scénographie qui est modulable en fonction du public que l'on va y recevoir, avec des reproductions d'œuvres des collections du Louvre et qui a pour vocation de présenter toute la civilisation égyptienne antique aux visiteurs qui viendront nous rencontrer pendant cette tournée et pendant les différentes stations de cette tournée.